On vient de le voir, ce soldat français tué, Florian Montorio, 39 ans, tué au sud Liban. La France est endeuillée. Vous demandez que toute la lumière soit faite sur les circonstances et qui sont les Oui, bien responsables de sûr. sa mort? Alors, j'ai entendu Emmanuel Macron s'exprimer en disant que tout laissait penser que ce serait le Hezbollah. D'abord, sincère condoléances évidemment à ce soldat français qui œuvrait pour la paix, une grosse pensée à sa famille. Et donc je disais qu'on peut penser que c'est le Hezbollah, ce sont aussi les mots d'Emmanuel Macron. Ça permet aussi de rappeler et de clarifier quel est notre ennemi profond dans la région. Et le Hezbollah avait enlevé des journalistes français, le Hezbollah avait tué des Français dans le cadre de l'attentat du Drakkar. C'est un ennemi de la France, c'est un ennemi aussi idéologique qui prône un État islamique au Liban, qui s'est toujours montré très agressif dans ses déclarations envers globalement l'Occident, mais aussi envers la destruction d'un pays ami comme peut l'être Israël. Cette guerre n'est pas la nôtre, disait quand Arnaud Frion est tombé au combat. Est-ce que ça nous implique malgré nous dans ce conflit? Écoutez, clairement, on est aujourd'hui, on fait face à un Hezbollah qui est, je le disais, un ennemi historique depuis 40 ans, depuis près de 40 ans depuis sa création. Après, c'est un conflit sur lequel on peut prendre position, bien sûr, mais de là à s'engager sur le terrain, non, bien sûr. Aujourd'hui, on peut parfois appuyer et soutenir, en tout cas, des opérations dans les déclarations qui peuvent être menées contre cette organisation terroriste qui a déjà tué aussi sur le territoire français. Et on peut souhaiter, évidemment, que cette organisation soit éradiquée. De là à intervenir, non, excepté dans des missions de maintien de la paix, comme ça venait d'être réalisé par ce soldat qui fait partie aujourd'hui des héros de la France. On voit que la situation se tend entre l'Iran et les États-Unis. On voit que Donald Trump communique à tort et à travers. On ne sait pas trop finalement si on est proche d'une guerre totale ou d'une résolution prochaine du conflit, alors que la trêve est censée s'arrêter dans la nuit de mardi à mercredi. Si vous étiez aux responsabilités, le Rassemblement national, vous feriez quoi? Non, mais déjà, le problème, il est initial. Enfin, Donald Trump s'est engagé dans un conflit contre l'Iran sans savoir quel Sans était nous le demander but. notre avis. Bien sûr, en plus, mais c'est un mépris d'ailleurs pour ses alliés, mais sans objectif précis. Quand on s'engage dans un conflit, il faut savoir vers quoi on va. Aujourd'hui, on voit que pour Donald Trump, l'objectif, c'est presque seulement que le détroit d'Ormuz soit réouvert, un détroit qui était ouvert avant. Donc les objectifs ne sont pas clairs. Est-ce que c'était de faire tomber le régime et pour remettre qui? Est-ce que c'était uniquement pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire? Tout ça a toujours été très flou. Il y a eu des déclarations contradictoires et on ne peut pas mener une guerre sans savoir pourquoi on y va, avec quel objectif et quel va être le Sauf résultat. qu'avec le RN au pouvoir, la France serait aussi spectatrice qu'elle Non, l'est je pense aujourd'hui. que la France serait plus respectée dans le monde. Je pense que la voix de la France serait plus respectée. Mais parce que nous compterions beaucoup plus dans un rapport de force mondial. Notre voix diplomatique, notre engagement à investir plus lourdement militairement, comme nous le préconisons depuis des années. Fait actuellement, hein, puisqu'il y a une On a loi mis militaire, beaucoup de temps. Vous justement, savez, il 36 faut que... milliards Oui, qui mais doivent être votés en rallonge. on a mis du temps, justement. Et c'est comme sur d'autres sujets, comme la défense du nucléaire civil. Vous voyez, sur des choix on pouvait préconiser il y a 10 ans. Aujourd'hui, on voit un gouvernement qui y vient, mais on a perdu beaucoup de temps et aujourd'hui, notre voix, malheureusement, n'a plus le droit au chapitre. Ça vous conforte ces dans l'idée engagements qu'il faut internationaux. quitter le commandement intégré de l'OTAN? Non, il faut faire en sorte que notre voix soit entendue également avec nos alliés de l'OTAN. Aujourd'hui, on a un gouvernement américain bien sûr, mais on a un gouvernement américain qui attaque seul. En revanche, il faudra voir dans l'OTAN demain quels sont réellement nos alliés. Est-ce que la Turquie, qui a eu, via la voix d'Erdogan, parfois des déclarations belliqueuses envers la France, en insultant même notre président de la République, Emmanuel Macron, et qui occupe une partie de Chypre, par exemple, donc du territoire européen. Est-ce que la Turquie peut toujours être un allié aujourd'hui et faire partie de l'OTAN? Si la voix de la France comptait, peut-être que nous pourrions mettre certains sujets aujourd'hui sur la table qui ont une grande importance, notamment dans cette région, quand on connaît le rôle, je cite ce pays, par exemple, de l'influence au Moyen-Orient, et notamment en Syrie, avec un soutien
presque avéré, en tout cas, je ne veux pas diffamer, mais qui, selon beaucoup d'experts, montre qu'il y aurait eu un soutien à l'État islamique. D'un point de vue purement économique, Roland Lescure, ce matin dans Le Parisien, dit que si la crise se prolonge, la situation pourrait devenir encore plus difficile. On voit que l'inflation remonte, que la croissance est révisée à la baisse. Est-ce que, selon vous, il faut un collectif budgétaire ? Non, mais en fait, on a eu des dérives depuis des années en France. Alors, on se trouve parfois des excuses avec des situations internationales. Je vois que d'autres pays arrivent à mieux gérer ces situations. Nous, systématiquement, ça a beaucoup plus de gravité et de conséquences économiques. En réalité, notre vrai problème, ça reste notre niveau de dépenses publiques. 57% de dépenses publiques dans le PIB. Il n'y a pas un pays de l'OCDE qui est à ce niveau-là. On a beau augmenter les impôts, mais on voit qu'on n'arrive pas à compenser. Et donc, on n'arrive pas à faire face à des enjeux. Par exemple, là, évidemment, sur la crise du carburant, on voit qu'on est le seul pays européen à ne pas prendre de mesures réelles pour soulager le pouvoir d'achat des Français. Parce que vous demandez une baisse de la TVA, ça coûterait des milliards à la France. Non, mais on peut être précis. Ça coûterait, si on baisse de manière pérenne la TVA de 20 à 5,5% parce que le carburant est un produit de première nécessité, ça coûterait 10,3 milliards à l'année. 10,3 milliards à l'année, on le finance en supprimant les certificats d'économie d'énergie, c'est 8 milliards, et les 2,3 milliards restants, c'est du gain de croissance, du gain de consommation, par exemple. Donc on abandonne l'écologie. L'écologie attendra, c'est ça ? Mais vous savez, la principale écologie, c'est la ruine de notre économie, le fait qu'on ne produise plus en France, qu'on importe des pays de l'autre bout du monde, produits avec beaucoup moins de normes écologiques, justement, et qui, en plus, traversent le monde dans des bateaux très polluants. Vous savez, 51% des émissions de gaz à effet de serre sont dues, justement, aux importations. Donc, si on veut vraiment être écolo, eh bien, il fallait défendre le nucléaire qui n'émet quasi pas de gaz à effet de serre. Et il faut en faire en sorte de produire en France. Je crois que vous avez changé d'avis sur le nucléaire, parce que Marine Le Pen était contre le nucléaire avant de changer d'avis. Vous savez, ça fait 13 ans que je suis au Rassemblement national. On a toujours défendu le nucléaire. Si vous parlez de déclarations d'il y a 20 ans, elle n'a jamais dit qu'il fallait baisser la part du nucléaire, contrairement à ce que disait M. Philippe il y a encore quelques années quand il était Premier ministre et qui disait qu'il fallait baisser à 50% la part du nucléaire, ce qui aurait été une ruine encore plus grave pour notre pays. Et on voit un gouvernement qui continue de soutenir des énergies renouvelables qui nous coûtent beaucoup plus, je parle de l'éolien et du photovoltaïque par exemple, beaucoup plus aujourd'hui que le nucléaire, et qui au final ont comme conséquence qu'on émette plus de gaz à effet de serre parce qu'on est obligé d'être toujours dépendant beaucoup plus à du gaz par exemple. Le gouvernement a subi plusieurs revers cette semaine à l'Assemblée nationale, et notamment sur Je peux juste revenir, si vous voulez bien, permettez, parce que j'ai parlé il faut voir combien ça ferait d'économies pour les Français. Parce que je parlais là justement comment on financerait la baisse, par exemple, du prix du carburant. Aujourd'hui, le plein pour un gasoil, il est à peu près à 2,20, entre 2,20 et 2,25. Si on suit les mesures du Rassemblement national, avec un plein, avec un litre à 2,20, vous descendez aujourd'hui le prix. Vous gagnez 27 centimes grâce à la TVA à 5,5% pour un Français moyen. Et si vous faites, comme on le préconise, une baisse de la TICPE qui avait été augmentée par Édouard Philippe, oui, eh bien, de 16 centimes, comme on le préconise, aujourd'hui, vous êtes à plus de 40 centimes d'économie. C'est-à-dire que on est, par exemple, aujourd'hui, au lieu de payer pour un Français son plein, au lieu de le payer à 2,20 le litre, on descend à 1,77, 1,78 le litre. On peut toujours faire des cadeaux aux Français, mais ce que dit le gouvernement, c'est qu'on n'a plus les moyens, en fait. Mais on n'a plus les moyens. Et pendant le dernier débat budgétaire, je me souviens que le Rassemblement national avait voté 34 milliards d'euros supplémentaires de dépenses. On n'a plus les moyens, c'est ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Mais ça, c'est faux, en fait, parce que nous, on faisait en sorte, justement, qu'il y ait beaucoup moins de dépenses publiques. Là, ce que j'évoque, ce sont des baisses de taxes. Et c'est tout l'enjeu. On est à 46% de taxes, d'impôts sur le PIB. Mais il n'y a pas un pays de l'OCDE qui a un niveau d'imposition aussi important. En 1975, on était à 34%. Comment on faisait ? Donc, on a augmenté les impôts, mais parallèlement, on continue d'augmenter les dépenses publiques. Il va falloir des mesures structurelles pour baisser les dépenses. Comme l'Espagne ou l'Italie, pour baisser les dépenses publiques. Donc, il faut d'abord baisser la dépense publique plutôt que dépenser encore 10 milliards. Si vous prenez d'autres... Mais non, mais justement, on doit changer de logiciel, baisser les dépenses publiques, effectivement, et sortir de cette logique d'augmentation de l'imposition systématique. Et baisser les impôts, c'est par exemple baisser la TVA de 20 à 5,5 sur le prix du carburant. Je voudrais vous entendre sur le gouvernement qui a subi quelques revers cette semaine à l'Assemblée nationale, notamment sur le 1er mai, notamment sur la loi Yadan qui vise à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Vous étiez associé à chaque fois à tout cela. Est-ce que ce sont aussi vos défaites ? C'est la défaite du gouvernement qui, plutôt que
d'essayer d'obéir à ce que veulent les Français, ce qui doit être son rôle normalement, se met à obéir systématiquement à ce que veut la gauche. Sur le 1er mai, par exemple, alors que 74% des Français veulent justement que les Français qui souhaitent travailler dans des commerces de bouche, chez des fleuristes, puissent le faire le 1er mai en étant payés double, eh bien, la gauche était contre, et bien, le gouvernement décide de renoncer à faire passer cette loi. Bon, ils le feront avec une circulaire spéciale provisoirement juste pour ce 1er mai, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'engager et surtout ne pas froisser en fait, il n'y aura pas d'amende, en tout cas pour le 1er mai, oui, en attendant d'avoir une loi. Bien sûr, mais normalement, il y avait une majorité pour faire passer cette loi, mais ils préfèrent obéir à la gauche. Sur la loi Yadan, on est dans la même situation, c'est-à-dire que notre pays fait face à une vague d'antisémitisme très importante, et d'ailleurs ça en dit long, cette gauche a refusé que la loi Yadan puisse passer. Ils ont fait appel à des signataires, justement, parce que dans cette loi, il y avait, par exemple, effectivement, le relativisme par rapport à l'antisémitisme, la banalisation. Eh bien, oui, quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel à un moment où les actes antisémites augmentent de plus de 200%, c'était le moment où il l'avait dit, eh bien, peut-être que Jean-Luc Mélenchon aurait été condamné. Donc, évidemment, on comprend que ça gêne la gauche qui relativise beaucoup l'antisémitisme. Le MEDEF, parce que lundi, sur Israël aussi, Jordan Bardella sera entendu par le MEDEF, auditionné même. On a appris que la semaine dernière, Marine Le Pen avait dîné avec des patrons du CAC 40. Est-ce que vous diriez que les milieux économiques ont basculé en faveur du Rassemblement national, même si le MEDEF s'en défend et les patrons aussi? Ça fait des années que nous sommes le premier parti aujourd'hui des chefs d'entreprise. Mais comme nous sommes le premier parti des ouvriers, de la France qui travaille de très loin. Vous êtes le parti du CAC 40 ? Comment ? Vous êtes le parti du CAC 40 ? Mais on parle à tous les acteurs économiques. Je crois que le MEDEF va rencontrer Marine Tondelier, Édouard Philippe. C'est normal, vous savez, quand on est donné favori à l'élection présidentielle, de parler à ceux qui font la richesse de la France et de discuter avec eux, d'échanger, comme on peut le faire d'ailleurs depuis des années. Moi, j'étais candidat au municipal à Tours récemment, j'ai pu parler au MEDEF et à la CPME. J'ai fait un déjeuner avec les dirigeants de la CPME, par exemple. Ce sont les petits chefs d'entreprise. Ça envoie des chefs d'entreprise de plus petites entreprises. Ça ne veut pas dire que tous les milieux économiques votent pour vous. En tout cas, nous sommes dans les sondages, ce que je disais, premier aujourd'hui chez les chefs d'entreprise. Ça montre que les chefs d'entreprise se disent qu'on défend les PME et TPE. Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est un tout. Donc, et c'est eux aussi qui font la richesse de la France. Bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'en tout cas, ce qu'on peut préconiser en termes de mesures, par exemple, c'est ce qui peut satisfaire aujourd'hui beaucoup d'acteurs économiques, parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'on va relancer économiquement notre pays. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut sortir Je vais vous faire écouter Jordan Bardella. Il était hier aux côtés de l'extrême droite européenne, le groupe Les Patriotes pour l'Europe à Milan, et c'était dans l'œil du 20h. Pas d'extrême droite, mais allez-y. Ici à Milan, je suis venu pour vous rassurer. Notre victoire à la prochaine élection présidentielle est proche. Une victoire du Rassemblement national en France ne sera pas seulement une victoire française, mais une victoire pour toutes les nations d'Europe. Alexander Nikolic, on a l'impression d'entendre un candidat à la présidentielle, là. Vous savez, on a 2 candidats qui sont éventuellement prêts. Donc, on a Marine Le Pen qui est donnée favorite à l'élection présidentielle, Jordan Bardella qui est donné favori à l'élection présidentielle. On a 2 candidats qui sont les 2 personnalités politiques préférées des Français. Aujourd'hui, évidemment, c'est Marine Le Pen qui est notre candidate, mais voilà, c'est pas un tabou. Il va y avoir une décision judiciaire. Il va y avoir une décision judiciaire, et selon cette décision judiciaire, eh bien, ce sera soit Marine Le Pen si elle n'est pas condamnée, soit Jordan Bardella. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on a des représentants en capacité de gagner et d'enfin faire appliquer nos idées pour faire en sorte que les Français vivent mieux. Merci Alexander Nikolic d'avoir été notre invité ce matin dans La Politique c'est clair.